Donc, nous sommes ici, comme vous le savez, pour parler d'un très beau livre qui s'appelle Tout commence par la baleine et qui a été donc, écrit par Christina Sandou, qui est ici présente. Donc, je présente nos intervenants rapidement. Donc, Yuka Ravo, merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes professeur émérite de langue française à l'université de Tampere et spécialiste des langues romanes. Donc, votre présence est tout à fait la bienvenue, parce que c'est un roman qui est entre la Finlande, la Roumanie et qui a été traduit en français. Vous êtes publié toutes sortes d'articles en français, en espagnol, en roumain, en roumain. Donc vous êtes vraiment polyglotte. Et vous avez également été directeur de l'Institut finlandais de Paris entre 2001 et 2004. Un grand merci d'être là ce soir. Ça mérite quelques applaudissements, je pense. Ensuite, Claire Saint-Germain, donc, comme on l'a entendu, traductrice du finnois vers le français. Vous avez étudié le finnois aussi à l'Institut finlandais notamment, et à Langues orientales, à INALCO, l'université à Paris, université où d'ailleurs, Yuka Ravo, vous avez également étudié le roumain pendant quelques temps, donc on a des jolis liens qui se créent ici. Et vous êtes une des traductrices du finnois vers le français les plus prolifiques. Vous en êtes maintenant à environ plus de 30 traductions de romans, de bandes dessinées, d'ouvrages pour la jeunesse, de différents recueils, avec parmi les auteurs les plus prestigieux et les plus connus de la littérature finlandaise en ce moment, donc Christina Sandou évidemment, mais aussi Laura Lindstedt, by Tim Statowski, et bien d'autres encore. Et évidemment, on est très très heureux que vous ayez été décoré cette année du prix de l'État finlandais de la traductrice en langue étrangère, et je pense que ça mérite aussi quelques applaudissements. Et pour finir, donc, notre invitée, Christina Sandou, écrivaine. On est là pour parler de votre livre ce soir. Tout commence par la baleine. C'était votre premier roman. Et un premier roman qui a eu une réception merveilleuse en Finlande, puisqu'il a été directement parmi les nominés pour le prix Finlandia, comme vous le savez, en 2017. Donc, c'est un roman magnifique. La langue, le style, l'histoire, c'est quelque chose de vraiment très beau et qui vous transporte. Je voudrais poser une question au public maintenant. Ah non, je finis la présentation d'abord. Donc un premier roman qui a été merveilleusement reçu et duquel on va parler ce soir. Un deuxième roman, Vesi Leikit, qui a été publié en 2019, qui n'a pas été traduit en français, à ma connaissance. Ouais, pas encore. Et bien sûr, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Voilà. Donc, je disais, le deuxième roman, Vesi Leikit, n'a pas encore été traduit en français. Il a été publié en 2019. Et il y a un troisième roman dont on attend la publication en 2024, Tanskalainen Retkikunta. Et on verra s'il sera traduit ou non. Donc un grand merci. Vous travaillez maintenant dans l'édition et la traduction, donc vous êtes un peu dans tous les côtés de la facette, écrivaine, traductrice. Du coup, on a deux traductrices pour nous parler ce soir. Et je pense qu'on peut donner quelques applaudissements. Alors, je vais faire quelque chose de très cruel, mais j'aimerais bien que vous leviez la main si vous aviez lu le roman, ceux qui ont lu le roman dans cette salle, pour voir un peu. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. En finnois ou en français d'ailleurs, peu importe, mais très bien. Ça donne une bonne idée. Donc, pour commencer la soirée, on va commencer par un exercice qui est un peu criminel. Et je suis quelqu'un de très lâche, donc je vais demander à Claire Saint-Germain de m'aider, de nous raconter en quelques mots le livre, s'il vous plaît. Oui, donc... Ce roman est raconté par la narratrice, une jeune femme, Alba, qui est d'origine roumaine, vit à Helsinki, exerce le métier d'interprète auprès notamment de diverses institutions telles que les tribunaux ou les hôpitaux, travaille auprès de personnages qui sont présentés dans le roman comme des Roms habitants à Helsinki. Donc ça donne lieu à quelques petites scènes d'ouverture où on fait connaissance un petit peu avec cette population très marginalisée dont on entend finalement assez peu parler de manière sympathique au quotidien. Voilà. Donc il y a ce point de vue, on va dire. Mais tout de suite, on passe à une histoire beaucoup plus intime, puisque au moment où s'ouvre le roman,
le grand-père de la narratrice, qui vit, lui, en Roumanie, toujours, décède. Et c'est l'occasion pour toute la famille de se rassembler, de revenir au pays pour tous les membres qui se sont éparpillés, notamment les 2 frères, donc le père de la narratrice et son frère, dont l'un donc a émigré en Finlande et l'autre aux États-Unis, chacun ayant une nouvelle vie, une nouvelle famille, avec des enjeux plus ou moins compliqués. Beaucoup de nostalgie pour le pays natal. Et cette réunion de famille est l'occasion de revenir sur un passé assez trouble, un passé douloureux et compliqué, qui est à l'image du passé du pays, mais dont les enjeux passent donc à travers la lecture au prisme de l'intimité et la narration donc et procède par petites touches, on va dire, comment dire, c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas, enfin, on s'y retrouve très bien, mais il y a beaucoup, en fait, beaucoup de styles, beaucoup de types d'écriture, beaucoup de poèmes, par exemple, beaucoup de contes. Qui sont intégrés dans la narration. Donc c'est un voyage qui est tout à fait aussi intéressant pour un lecteur tel que moi, par exemple, qui ne connaissait pas du tout spécialement la Roumanie, son folklore, son histoire, un peu quand même. Mais bon, donc c'est vraiment une ouverture sur un autre monde. Voilà. Deuxième histoire personnelle de la narratrice. Elle est dans un moment de crise personnelle aussi, puisqu'elle a connu une rupture avec son amoureux, qui était roumain, qui, en tant qu'élève de philosophie du père de la narratrice, est venu faire des études et des recherches en Finlande et a décidé, au bout d'un moment, de repartir. Donc il y a une histoire d'amour assez triste aussi en arrière-plan. Et donc tous ces fils vont se nouer au cours de la narration et on va essayer donc de trouver une forme d'apaisement, une forme de vérité, d'explorer le passé avec des personnages qui sont très très attachants, comme celui de la grand-mère par exemple, ou le personnage fantôme plus ancien, l'oncle de la narratrice, qui a été victime de persécutions politiques et dont la persécution est l'effet est recouverte par un lourd secret, un lourd non-dit à l'intérieur de la famille qui concerne donc la figure du grand-père qui vient de décéder. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux au moment où s'ouvre ce roman. Et on est tout à fait guidé et emmené dans ce monde par la narratrice, avec une magnifique écriture. Voilà. Un grand merci, je ne l'aurais pas fait mieux moi-même. Il est vraiment très, très compliqué à raconter parce qu'il y a énormément de choses qui se passent, beaucoup de styles. Et en fait, on est vraiment emporté par la beauté de la langue du roman qui fait des allers-retours entre contes, légendes, souvenirs familiaux. Et beaucoup d'autres éléments. En tant que lecteur, c'est vraiment un grand plaisir de lire ce livre. Et donc, je voulais demander à Yuka, à vous, vos impressions en tant que lecteur, quand vous avez lu le livre pour la première fois. Oui, merci. Je suis un lecteur un peu particulier parce qu'effectivement, je connais relativement bien les villages où se déroule le roman. Pour la première fois, j'ai visité la Roumanie en 1986, donc il y a déjà pas mal de temps. Et depuis l'an 2000, j'y vais assez régulièrement dans les congrès, des voyages, des choses comme ça. Donc, évidemment, dans un sens, je connais l'univers littéraire et réel également. Et en fin de compte, également les personnages. Des personnages, il y en a qui sont assez facilement reconnaissables. Je ne sais pas si ces personnes sont particulièrement flattés par la façon dont ils sont présentés dans le livre. Bon, et de toute façon, évidemment pour moi, la perception que j'ai doit être assez différente de celle d'un lecteur normal, parce que, comme je viens de le dire, j'ai étudié le roman depuis
depuis 1979, hélas, ça fait longtemps. Hein. Et comme je connais la maison de la grand-mère, de la narratrice, je connais le jardin, je connais même le chien, le Rex, qui est là. Et donc, pour moi, c'est comme si je lisais d'une sorte de journal intime avec des personnages qui sont très familiers. Mais ça m'a donné un très grand plaisir de lire ce livre, parce que c'est également pas uniquement une histoire personnelle, c'est vraiment encadré dans un ensemble beaucoup plus vaste, c'est-à-dire la Roumanie, la transition de la Roumanie communiste vers la Roumanie moderne, contemporaine, qui est une sorte d'arrière-plan, n'est-ce pas ? Et donc, voilà, je ne sais pas, je vais terminer là en vous disant qu'il faut absolument que vous lisiez ce livre. Vous avez compris. Donc, pour rentrer en matière, du coup, quelques questions pour Christina. Donc, c'est un livre qui mélange beaucoup de choses. On l'a dit, des souvenirs d'enfance, des épisodes historiques, contes, légendes, etc. Le titre est un peu mystérieux. Tout commence par la baleine, en français. Vallas nimelta Goliath, en finnois. Pourquoi ce titre ? Oui, ce n'était pas le titre que j'avais proposé à mes éditeurs, ou à mon éditeur, mais le titre originel était Le Village Rouge, et l'éditeur trouvait ça un peu pas suffisamment intéressant. Et ce qui s'est passé, je crois que ce titre, c'était une décision liée à marketing, parce que juste comme 2 années avant, Pajtim Statovci avait publié son roman Mon chat Yougoslavia. Et je crois que les éditeurs voulaient créer une connexion entre les 2 romans, pensant que ça va créer de la curiosité envers mon roman. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Ça, c'était normalement le titre de la première partie du roman. Donc, ils ont préféré de faire de ça le titre du roman. C'est souvent la faute de l'éditeur. Oui, voilà. Très bien. Et alors, il y a une très légère différence entre le titre en finnois et en français. Est-ce qu'il y a eu une discussion ? Est-ce que c'est donc Vallas nimelta Goliath, une baleine nommée Goliath, littéralement. Oui, alors on a eu une discussion avec l'éditeur, enfin l'éditrice en l'occurrence, parce qu'elle souhaitait changer le titre. Parce que justement, elle trouvait que ce n'était pas assez représentatif du livre. Donc on s'est un petit peu creusé les méninges. Alors elle m'a demandé mon avis. Moi, je suis une très 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 mauvaise pourvoyeuse de titres. Hein. En général, mes idées ne vont pas. La seule que j'avais trouvée, mais qui était un petit peu trop comique, était Une baleine dans les Carpates. Voilà. Donc c'était pas forcément mieux. Hein. Oui, alors cette éditrice était partie beaucoup plus sur l'aspect nostalgique en fait du roman. Elle voulait quelque chose comme les beaux souvenirs, ce qui n'évoquait pas non plus énormément de choses, mais en tout cas rendait compte d'une certaine atmosphère. Et comme j'imagine le service commercial aussi a dû donner son avis. Donc on a décidé de conserver la baleine et on a tout simplement repris une phrase qui est en tête d'un des chapitres. Et on l'a choisi pour titre. Voilà. Sur le livre, justement, peut-être que vous pourrez nous dire quelques mots sur qu'est-ce que c'est que cette baleine. Et ça va me donner l'occasion pour ma première question, une question pour vous. Donc c'est un roman qui a de nombreuses références, on a déjà dit, historiques, personnelles, etc. Comment est-ce que vous avez travaillé quelle a été votre méthode de travail pour l'écriture ? Est-ce que vous avez passer du moment à la bibliothèque, aux archives. Le travail avec ce roman, c'était surtout... c'est une collection d'anecdotes et des récits que j'entendais dans le village. Parce que donc, ma grand-mère habitait dans un petit village en Roumanie et la vie était très sociable. Les voisins venaient pour boire un café ou des membres de la famille venaient passer l'après-midi. Et moi, tant qu'enfant, je trouvais ça très curieuse et j'étais fascinée par les discussions qu'ils avaient. Et c'était très différent de ma vie en Finlande où j'habitais assez isolée. Il n'y avait pas de ce genre de visite spontanée. Et du coup,
matériel principal était ces anecdotes-là que j'entendais en Roumanie. Et puis, une fois que j'ai commencé à écrire, j'ai beaucoup parlé avec mon père, mon oncle, ma grand-mère, pour approfondir ces anecdotes. Et j'ai lu aussi un peu sur cette époque pour vraiment travailler avec le contexte. Mais mon matériel principal était vraiment les anecdotes qui circulaient dans le village. Les anecdotes qui vous ont été probablement racontées en roumain, j'imagine, et donc du coup que vous avez retraduit en finnois ensuite pour le livre. Donc il y a déjà un travail de traduction à l'origine de ce roman. Oui, c'est vrai. J'y pensais pas à l'époque, mais plus tard, ça m'a frappé que maintenant que je suis traductrice, que en effet, j'ai toujours fait un travail de traduction, même tant qu'écrivaine. Oui. Et du coup, oui, quelques mots sur cette baleine. C'est un personnage, un épisode qui revient de nombreuses fois dans le roman. Oui, je dirais que la baleine, c'est le motif le plus important du roman. Un des anecdotes que j'ai entendues en Roumanie, c'était... Il y a beaucoup de gens de la génération de mes parents qui s'en souviennent de cette baleine. Ça faisait... Bon, bien sûr, la baleine était morte, mais ça a fait un peu le tour du monde. Et à Bucarest, par exemple, un jour, il y avait cette baleine que les gens pouvaient aller voir. Et moi, je trouvais ça fascinante. Et je crois que ce motif de la baleine ouvrait les portes pour parler de beaucoup de choses, du voyage, de l'émigration, de la nostalgie. Ça, c'est un épisode historique réel, donc d'une baleine morte, un corps de baleine morte, qui circulait dans différentes villes d'Europe et aussi d'Europe de l'Est, et que le public pouvait venir voir dans un chapiteau. C'est comme une attraction qui passait de ville en ville. Donc c'est vraiment un épisode digne d'un roman, enfin d'un conte, même d'une légende, qui revient à différents moments du roman. Et une des questions, c'est le père de la narratrice et son frère voient cette baleine, vont la voir comme attraction quand ils sont enfants. Et une des questions, ils s'en souviennent, ils en parlent. Et une des questions, c'est est-ce que vous l'avez vraiment vu ? Il y a la question de la véracité de cet épisode qui vient souvent. Et cette question de la véracité, on la trouve, la véracité du souvenir. Est-ce que les légendes familiales qu'on raconte sont vraies ou ne sont pas vraies ? C'est une question qui se pose sur différents sujets tout au long du roman. Et la baleine est un peu l'exemple parfait de ça. Oui, tout à fait. Moi, par exemple, je sais que mon père et mon oncle ont vu cette baleine. Mais ce qui m'intéresse, c'est que après, parfois, je rencontrais des Roumains qui vivaient, par exemple, en Angleterre. Et quand j'ai commencé à parler de la baleine, eux aussi, ils s'en souvenaient. Peut-être ils ne l'avaient pas vue, mais ils connaissaient quelqu'un qui leur avait raconté sur cette baleine. Et il me semble que ce qui m'intéressait aussi, c'est que chacun avait un peu sa version. Qu'est-ce que la baleine a signifié? Comment ils ont vécu cette expérience? Et j'aimais bien l'utiliser ou de ramasser des différentes versions dans mon livre. Pour quelqu'un, la baleine était comme une créature biblique. Pour l'autre, c'était plus comme dans les contes de fées. Et puis, il y avait aussi, par exemple, les journalistes. Il y a des journalistes qui ont écrit des articles sur cette baleine et qui pensaient que ce n'est pas du tout une baleine, parce que c'était la guerre froide. La baleine est arrivée dans un camion dont la taille, c'était la même qu'un missile balistique. Et du coup, il y a des journalistes qui pensaient que c'est un complot de CIA. Et du coup, dans ces versions-là, la baleine est devenue comme un cheval de Troie. Et j'aimais bien l'idée de ramasser toutes ces différentes versions. Le roman, ça arrive très souvent que les choses, la réalité dépasse souvent les contes ou les légendes, est beaucoup plus spectaculaire, incroyable. Un des points vraiment qu'on note tout de suite en tant que lecteur, c'est le style magnifique de ce roman et qui a été rendu de façon incroyable par la traduction. Donc un grand bravo à Claire Saint-Germain. Est-ce que Claire, toi qui as fréquenté vous qui avez fréquenté le texte de façon aussi intime, vous pouvez nous dire quelques mots sur le style de l'œuvre? C'est toujours assez difficile de caractériser un style, et en l'occurrence, là c'est peut-être encore plus difficile, mais bon, il y a quand même une grande fluidité. C'est une écriture quand même assez économique. On travaille sur des petites unités, on va dire, assez légère en fait. C'est un style que je dirais léger, et il y a toujours des pointes discrètes, mais assez puissante finalement, d'émotions qui arrivent, ou beaucoup d'humour aussi, une sorte
je sais pas comment on dirait, des traits d'esprit ramassés à certains moments qui, voilà, c'est vraiment très, très agréable à lire. Voilà. Et à traduire. Merci beaucoup. Et pour que vous en rendiez compte, donc il y a cet extrait qui a derrière nous, j'ai demandé à nos intervenants chacun de choisir un extrait du livre qu'il a marqué. Et donc on va vous lire ces extraits ensemble et puis ensuite en discuter tous ensemble. Alors celui qui commence, c'est Monsieur Yukka Havu. On va commencer par votre extrait. Il est un peu long, donc on va faire seulement la lecture en français. Et c'est moi qui m'en occupe. Et donc vous allez tout de suite vous rendre compte de ce qui se passe. Les gens roulaient n'importe comment. Et si, au milieu des pires embouteillages, la carriole à cheval d'un Rome venait à perdre une roue, le conducteur se mettait placidement à réparer. Le centre-ville était un chantier permanent où les austères bâtiments soviétiques voisinaient avec les hautes tours. Comme les prêtres orthodoxes avaient compté parmi les victimes du goulag dès la fin de la Première Guerre mondiale, les églises avaient été les premiers bâtiments que le dictateur avait voulu effacer de son paysage. Au bout d'une étendue, le petit bar de Doudou faisait face au poste de police et au bâtiment trapu de l'école peint aux couleurs de la Suède, où serait suspendu pour l'éternité le portrait de mon père, l'homme le plus sage du village. Puis c'était l'église que mon père et Pavel regardaient, toujours en lâchant un soupir méprisant. Pas pour la même raison que les communistes, non, mais par haine envers la malhonnêteté de son curé. Nous parvenions, pour finir, à une rue nommée en l'honneur du poète national, qui dévalait, étroite et pleine de nids de poules, en direction du lac artificiel de Ceausescu. À l'arrivée de la Dacia, tant attendue, les voisins étaient au spectacle. L'un agitait la main, l'autre s'exclamait après les tout-sautements du moteur. La nuit tombait en un instant, pareil à une cape magique. Nous étions arrivés. Monsieur Havu, c'est votre extrait. Est-ce que vous pouvez nous dire, le resituer dans le roman et ensuite nous dire pourquoi vous avez choisi cet extrait en particulier? La raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est que c'est une sorte de synthèse de tout le roman. Hein. C'est-à-dire, il y a le personnage à la fin de cet extrait, pas ici, mais dans l'extrait un peu plus long. Et donc, il y a le maire malhonnête, voleur, il y a le pop, le curé, c'est-à-dire qui est lui aussi c'est un personnage malhonnête. Il y a les voitures Dacia, les voitures romaines de l'époque. Il y a la rue Eminescu, où se situe la maison de la famille de la grand-mère de la narratrice. Le poète Eminescu, c'est le poète national de la Roumanie, un tout petit comme notre Runebari, donc c'est un poète romantique. Je peux raconter la petite anecdote que... Oui, tout à fait. Donc là, vous voyez dans le texte la rue qui porte le nom du poète national, et c'est un nom qui revient souvent dans le roman. C'est-à-dire tout simplement que je viens de lire un petit livre d'un écrivain roumain qui s'appelle Mircea Cărtărescu, qui a un petit texte sur Eminescu, qui est le poète romantique par excellence. Hein. Il y a une célèbre photo de lui, il est beau, c'est vraiment le type romantique par excellence. Mais en fin de compte, dans le texte de Cărtărescu, on voit que c'était quelqu'un qui était absolument insupportable. Qui était un ivrogne, il était mal habillé, il était bruyant. Hein, c'est bizarre quand même. Donc l'image qu'on peut avoir à partir d'un texte, à partir du texte d'un poète, et puis le poète réel en tant que personne. Bon, ça c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet extrait, parce qu'il y a vraiment, pas tous les éléments évidemment, mais une sorte de synthèse des éléments fondamentaux du roman. Merci. Et pour resituer, donc il s'agit de l'arrivée de la famille qui arrive de Finlande pour retrouver la famille roumaine. Et donc c'est le chemin en voiture de l'aéroport jusqu'au fameux village rouge. Et donc en fait, on a tous ces éléments de description qui correspondent en fait un peu au regard que porte la narratrice, avec les points remarquables du point de vue d'une roumaine finlandaise qui retourne en Roumanie. Et donc voilà, il y a tous ces éléments de description de la culture roumaine très importante. Sur Eminescu, le roman donc, revient assez souvent dessus, notamment parce que c'est le nom de la rue. Il y a même des citations de ce poète tout au long du roman.
Et là, je m'adresse à la traductrice. Donc, est-ce que ça, voilà, comment avez-vous géré la traduction en français de ces citations? Oui, bah alors déjà, il a fallu les retrouver. Donc, j'ai posé la question à l'autrice pour qu'elle me donne la référence. Bon, il y a notamment un poème qui est cité. La première question qui se pose dans ce cas-là, c'est de savoir s'il existe déjà des traductions en français du texte original. Et par chance, et je ne dirais pas malchance, mais bon, pour compliquer un peu la tâche, il y avait plusieurs traductions du texte en question. Donc, j'ai fait un saut à la BPI, donc la Bibliothèque publique d'information à Paris, au Centre Pompidou, et où j'ai donc trouvé ces différentes traductions. Donc, l'une qui datait de la fin des années 70 ou début des années 80, la seconde des années 90. Donc, c'était pas tout à fait récent. Qu'il fallait comparer donc à la version traduite en finnois dans le roman. Et j'ai quand même demandé à avoir accès au texte en roumain, hein, bien que ma compétence en la matière soit tout à fait limitée. Voilà. Et donc, en fait, bon, il y avait un écart entre la plus ancienne des traductions qui était versifiée et très, très romantique, où, par exemple, la voix poétique s'adressait à une femme aimée en la vouvoyant. Dans la version plus moderne, on était passé au tutoiement. Il y avait comme contrainte le fait que c'était des vers rimés dans l'original, mais qu'en finnois, bon, ce n'était pas le cas. Donc voilà, il a fallu se dépatouiller avec tout ça. Et finalement, il y a 2 passages de ce poème qui sont présents dans le roman. Un que j'ai réussi à traduire de manière un peu rythmée et rimée, l'autre beaucoup moins rimée, mais tout aussi rythmée. Voilà. Donc, bon, en tout cas, c'est toujours très passionnant parce qu'il y a un petit travail d'enquête et puis évidemment, il y a un travail de création, toujours avec cette contrainte de coller à l'original. L'original n'étant pas nécessairement, en l'occurrence, le poème d'Eminescu, mais la traduction. Enfin, la version finnoise, quoi. Oui, du coup, une question pour Christina Sandu. La traduction du poème en finnois, est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait pour vous-même ou est-ce que c'est... Non, il y a plusieurs poèmes de Eminescu qui ont été traduits en finnois et du coup, je n'avais pas besoin de faire ce travail de traduction. Merci. Monsieur Youkaravu, je crois que vous avez préparé quelques questions pour Christina Sandu. Oui, à propos d'Eminescu, encore une chose, c'est que la statue d'Eminescu à Paris se trouve rue des Écoles, très près de l'Institut finlandais. Je me souviens, je passais assez souvent devant la statue d'Eminescu. D'ailleurs, quand j'étudiais le roman à l'INALCO, il y avait un collègue, un étudiant, qui traduisait justement Eminescu, l'Hyperion de Eminescu, qui avait un contrat avec un éditeur, qui doit l'avoir publié également. C'est-à-dire, oui, la question que je voulais poser, évidemment, comme je viens de le dire, je connais relativement bien, c'est-à-dire cet ensemble, cet univers littéraire. Et quand tu... je te tutoie, pardon. Hein, on se connaît depuis toujours. Hein. Il y a le père de la narratrice et l'oncle. Le père vit en Finlande et assez souvent il est très critique quand il voit ce qui se passe en Roumanie. L'oncle, par contre, qui vit aux États-Unis, a créé une sorte de bulle où il vit, une bulle roumaine. Et il fréquente surtout les Roumains qui habitent aux États-Unis. Donc voici 2 points de vue, 2 regards différents, assez différents. En ce qui concerne justement la perception de la Roumanie quand on vit loin d'eux. Et toi, quelle est ta vision? Je crois que mon cas est un peu différent parce que c'est pas que j'ai quitté la Finlande et je me suis installée dans un autre pays. Pourtant, après avoir quitté la Finlande, j'ai vécu dans 5 pays différents. Du coup, j'ai pas eu ce... Oui, je sais quand je déménage dans un pays que je ne vais pas rester pour très longtemps et du coup j'en profite pour apprendre la nouvelle culture, peut-être apprendre la langue comme dans le cas d'allemand parce que tout ça c'est très enrichissant pour mon écriture et j'essaye même pas de m'adapter. Mais ce que j'ai observé c'est qu'il y a des aspects
reliées à la Finlande et à la Roumanie, à laquelle je m'accroche toujours. Par exemple, dans le cas de la Finlande, la langue est devenue très importante pour moi puisque je vis à l'étranger. Et je lis en finnois et j'écris en finnois. Et en quelque sorte, à travers la langue finlandaise, j'ai toujours la Finlande avec moi. Et avec la Roumanie, je n'ai plus beaucoup de famille en Roumanie, mais j'ai par exemple une cousine qui est assez proche. Et j'essaye de retourner chez elle tous les années pour continuer ces voyages. Et oui, du coup, je dirais que ma relation à mes deux pays, ça existe, mais c'est assez particulière parce que, à cause de ce déménagement, à cause de ce mouvement que j'ai de m'installer toujours à un pays différent, du coup, oui, certains aspects de mes deux pays deviennent importants. C'est davantage la nostalgie des événements, des moments que tu as vécu en Roumanie, la nostalgie de certaines personnes, pas tellement la nostalgie du pays en tant que tel. Je crois que oui, parce que ma Roumanie, c'est surtout c'est mon enfance, ou les étés d'enfance, c'est certaines personnes. C'est pas, je ne connais, la Roumanie que je connais, c'est très limité en effet, parce que c'est aussi la Roumanie qu'on a créée à la maison en Finlande, puisque ma mère est finlandaise, mon père est roumain, mais notre langue en commune était toujours roumain. On a suivi des traditions de la Roumanie, du coup, ma Roumanie, c'est ma version de la Roumanie, je dirais. Merci beaucoup. En fait, ça nous fait une belle transition pour l'extrait suivant que vous avez vous-même choisi, Christina Sandou. C'est un extrait plus court et je vais vous demander de le lire d'abord en finnois et ensuite en français par Claire. Eeva tuo tullessaan Vääpelin vanhan videonauhurin ja kasetin Kummisedän. Katsottuaan elokuvan kerran Susi ja Flavia kyllästyvät siihen, mutta Kostel ottaa nauhurin ja kasetin haltuunsa. Hän kiertää iltaisin kylää johtajan elkein tyynyliinaan kääritty videonauhuri kainalossaan. Koko vuoden Punaisessa kylässä katsellaan Kummisetää suomalaisin tekstityksin. Eva apporte avec elle le vieux magnétoscope de l'adjudant et une cassette, Le Parrain. Pour Lou et Flavia, le voir une fois suffit. Mais Costel s'adjuge le lecteur et le film. Le soir, il fait le tour du village avec des manières de directeur, le magnétoscope enroulé dans une tête d'oreiller sous le bras. Toute l'année, au Village Rouge, on regarde Le Parrain, sous-titré en finnois. Je suppose qu'au Village Rouge, on ne parle pas forcément anglais, n'est-ce pas? Oui, non. Mais les sous-titres en finnois peuvent oui, aider. Oui. On dirait pas que c'est un souvenir familial. Est-ce que c'est un élément réel? Oui, c'est une anecdote que j'ai entendue. C'était une des premières fois ou peut-être la première fois que ma mère, elle était déjà fiancée à mon père et elle a voyagé dans le village et elle a amené un magnétoscope. Ou peut-être ça s'est passé un peu plus tard, mais de toute façon, c'est une anecdote réelle que j'ai entendue plusieurs fois en grandissant. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais donc le roman est émaillé de ses souvenirs d'enfance, des étés chez les grands-parents. Donc ici en Roumanie, au Village Rouge, il y a des descriptions magnifiques de la maison, des étagères de la grand-mère sur lesquelles il y a justement ces petites touches de Finlande. Donc le Parrain sous-titré en finnois en est une, mais il y a aussi le Fadzer, il y a le café Kulta Katriina qui sont ici. Et donc le roman traite non seulement du thème d'être immigré roumain en Finlande, mais aussi de toutes ces touches que la diaspora qui revient apporte à la famille. Il y a aussi un élément important, c'est des événements pour la grand-mère, Flavia, ce sont des éléments de prestige social presque. Donc la modernité du magnétoscope, la bonne qualité des produits finlandais, du chocolat Fadzer, des cosmétiques aussi. Et c'est quelque chose qui, pour elle, donc même si ses deux enfants sont partis à l'étranger, et donc la tristesse que ça implique, il y a ce mouvement d'élévation sociale. Oui, complètement. Et aussi, par exemple, là, pour l'oncle du narrateur, il devient comme une célébrité accidentelle parce qu'il possède ces films. Oui. Oui, en fait, lorsque j'ai visité la Roumanie pour la première fois en 86, j'ai connu l'oncle de la narratrice qui vendait des magnétoscopes d'une manière clandestine.
Il m'a pris à l'hôtel et on a fait le tour de Bucarest avec des magnétoscopes, avec un tas de billets de 100 lei. On était 3 Roumains moi-même. Et après ce circuit, qui avait beaucoup de succès en fin de compte à l'époque, c'était dangereux même à l'époque, hein, n'est-ce pas, hein? Et on est allé au Village Rouge et on a bu quelques verres de Zwick pour célébrer donc ce business, comme on disait. Et donc oui, il y a ce vrai mouvement et d'ascension sociale. Vous avez parlé du coup de l'oncle Costel. Donc le roman, il y a 2 figures importantes. Donc le père de la narratrice, Mihai, qui émigre depuis la Roumanie en Finlande, qui épouse la Finlandaise Eva. Donc Mihai est un philosophe, donc quelqu'un de la littérature, de la philosophie, du savoir. Et ensuite Costel, le deuxième oncle, qui lui part en Californie. Et donc il y a 2 mouvements. Donc Mihai qui fait tout pour s'intégrer, qui apprend la langue finnoise, qui est vraiment tout à fait intégré. Et le passage suivant abordera ce thème-là. Et ensuite Costel, qui en Roumanie, lui, reste vraiment dans une communauté, enfin fait tout pour recréer une sorte de Roumanie autour de lui, là où il habite. Donc passe ses week-ends avec la communauté roumaine, fait des barbecues avec des saucisses et des spécialités roumaines, etc. Il y a toutes ces 2 figures un peu de l'immigration qu'on retrouve. Oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu autour de moi, pas seulement dans ma famille, mais des amis. Il y a des personnes pour lesquelles c'est plus facile de s'adapter de vivre dans un pays étranger si, dans quelque sens, ils recréent leur pays autour d'eux. Et puis il y a le regard opposé ou l'attitude opposée qui signifie que apprendre la nouvelle langue, se faire de nouveaux amis, essayer vraiment dans sa vie quotidienne d'entrer dans la nouvelle culture. Merci. On passe tout de suite à l'extrait suivant. Donc, on peut commencer par la lecture. Donc, c'est l'extrait qui a été choisi par Claire. Kaikki oli niin outoa silloin 30 vuotta sitten. Ihmisten käyttäytyminen, sosiaaliset koodit, heidän tapansa puhua ja tulkita. Ehkä kaikkein kivuliainta on se, kun et voi ilmaista itseäsi omalla kielelläsi, et voi pukea ajatuksia kaikkine vivahteineen suoraan sanoiksi, vaan kääntämään ne. Samaan tapaan kuin isäni, myös Albert puhuu siitä etäisyydestä, joka syntyy itsen ja kielen välille, kuin juuri siihen tiivistyisi ulkomaalaisena olemisen ydin. Silloin menetät välittömän suhteen todellisuuteen ja muihin. Olet kuin purkissa. Mikään ei kosketa sinua suoraan. Kaikki kulkee jonkinlaisen filterin, mikä se sana on suomeksi, suodattimen kautta, hän toteaa. Voilà. Donc tout était si bizarre. À l'époque, il y a 30 ans, le comportement des gens, les codes sociaux, leur façon de parler et d'interpréter. Le plus douloureux était de ne pas pouvoir s'exprimer dans ta propre langue, de ne pas pouvoir mettre directement en mots tes pensées avec toutes leurs nuances, mais d'être obligé de les traduire. De la même manière que mon père, Albert aussi parle souvent de la langue, de la distance qui naît entre soi et le langage, comme si c'était précisément là que se concentrait l'expérience d'être étranger. Alors tu perds ta relation directe au réel et aux autres. Tu es dans une boîte, rien ne te touche directement, tout passe par une sorte de filtre. C'est quoi le mot en finnois ? Claire, pourquoi avoir choisi cet extrait justement ? Bonne question. Non, oui, parce que donc là c'était une façon d'évoquer le thème, un des grands thèmes, donc qui est cette distance à soi-même en fait qu'on a quand on part dans un autre pays et qui se concrétise alors là douloureusement pour le philosophe justement qui éprouve une distance par rapport même à sa propre pensée et par rapport à sa propre expression. Et puis, cette idée donc, qu'il faut passer dans un autre régime de langage et la manière dont cette chose, par la suite, s'inversera, mais c'est l'extrait d'après. Donc voilà, il y a
en fait une force critique par nécessité, donc qui empêche d'avoir une expérience directe aux autres et à soi-même. Et c'est justement, en tant que traductrice, je pense aussi quelque chose à quoi on est confronté sans cesse. Et donc, c'est justement ça, de passer ce filtre, de s'adapter au filtre et de soi-même retrouver un contact. Donc, voilà, ça me paraissait intéressant. Ça l'est, merci beaucoup. Et donc justement, c'est sur ce rapport à la condition d'immigré, voilà, les choses auxquelles on pense en tant qu'immigré en Finlande ou à l'étranger. C'est des choses qui sont très familières à beaucoup de gens qui sont présents dans la salle, je suppose. Et le roman est très réussi pour ça, parce que c'est quelque chose de très réel. Sur la langue, justement, il y a un problème une question de traduction qui est intéressante. Dans le texte en finnois, rien ne te touche directement, tout passe par une sorte de filtre. Le texte en finnois dit kaikki kulkee jonkinlaisen filterin. Mikä se sana on suomeksi? Suodattimen kautta. Donc le père de la narratrice dit tout passe par, qu'est-ce que c'est le mot en finnois? Un filtre. En finnois, il a un peu du mal à trouver, il utilise d'abord un mot qui ressemble à celui de l'anglais, filter, filteri, avant de retomber sur le mot en finnois. Donc ça, c'est quelque chose assez impossible à traduire, et du coup, justement, le texte français ne le passe. Mais donc le roman est intéressant pour ces allers-retours entre les langues. Je ne sais pas si Claire, ça t'a... Oui, du coup, on ne pouvait pas répéter le mot filtre. Il n'aurait pas été très judicieux non plus de faire apparaître le mot finnois, puisque de toute façon, c'est un dialogue, une conversation, donc ça aurait été absurde. Mais donc il a fallu trouver, adapter un petit peu la chose. Mais justement, alors du coup, je me demandais comment on dit filtre en roumain. Je crois que c'est filtru. Voilà, donc c'est peut-être en fait un calque ou un emprunt aussi du roumain qui apparaît à travers un calque filteri finnois. Je crois que c'est un de ces mots qui se rassemble dans beaucoup de langues, mais bien sûr le finnois a sa propre version qui est très différente. Merci beaucoup. On avance, on va passer tout de suite au dernier extrait, également choisi par Claire. Et c'est parti pour la lecture. D'abord en finnois. Opin Marius Rupitsalta, että kieli saattaa rauhoittaa enemmän kuin lääkkeet tai lääkärin lupaukset. Sillä hän takertui minun sanoihini lujemmin kuin sydänlääkkeisiin ja katsoi koko tutkimuksen ajan minuun eikä lääkäriin. Opin myös, että kielellä on värejä, jotka eivät kaikki tulekaan lapsuudesta ja siitä, miltä sanat kuulostavat ja tuntuvat, kun niitä alkaa käyttää, vaan tietyistä yksityiskohdista, jotka jättävät sanaan jälkensä, kuten Marius Rupitsan haaleansiniset silmät jättivät jälkensä sanaan respira. Donc je me permets juste de situer un tout petit peu ce passage, puisque donc comme j'ai dit au début, donc là c'est un flashback où la narratrice évoque une scène pendant laquelle elle était interprète. Donc il s'agit d'une visite médicale d'un patient rome, d'expression roumaine donc, voilà, qui s'appelle Marius Rupitsa. J'ai appris de Marius Rupitsa que la langue a des vertus tranquillisantes supérieures à celles d'un médicament ou aux promesses d'un médecin. Il se cramponnait à mes paroles plus solidement qu'à ses pilules pour le cœur. Et pendant tout l'examen, il n'avait regardé que moi. J'ai appris aussi que la langue avait des nuances qui ne viennent pas toutes de l'enfance et ne naissent pas toutes des sonorités ou des impressions que nous gardons des mots que nous commençons à utiliser, mais qui proviennent de certains détails qui impriment leur marque sur un mot, comme les clairs yeux bleus de Marius Rupitsa avaient marqué le mot roumain « respira ». Pourquoi avoir choisi cet extrait? Oui, alors j'avais choisi un extrait un tout petit peu plus long. Mais bon, parce que c'est une scène qui est vraiment très émouvante, je trouve, parce que, en fait, donc, ce noue, en fait, le lien entre le langage et le corps, la dimension vitale, en fait, de la langue, et comment la langue nous sauve aussi dans des situations difficiles, comme celle qui est évoquée ici. Et comment aussi, donc, ce que nous en retenons et comment elle nous forme par justement toute cette matérialité qui n'est pas juste le code linguistique, mais qui est tout l'entourage de la communication et toute la manière dont ça s'inscrit aussi dans le corps des locuteurs. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que, donc, comme à différents endroits
du roman, liée à la présence de la langue roumaine. Donc, évidemment, il y a un écart dans la version originale, puisque le finnois et le roumain sont très, très éloignés comme langue. Mais il y a une proximité, évidemment, avec le français. Donc là, il n'était pas nécessaire de traduire respira, puisque donc le médecin s'adresse au patient en lui disant « respirez, prenez une inspiration ». En français, évidemment, là, tout de suite, c'est clair, quoi. Mais donc, il y avait quand même une phrase supplémentaire donc, où le médecin disait au patient de inspirer, respirer. Et ensuite, on décrit donc comment le patient inspire, expire, respire. Et finalement, je n'avais pas traduit par le verbe respirer, mais juste inspirer et ensuite inspirer, expirer. Bref, donc c'est un passage que peut-être il faudrait retraduire en réalité. Donc là, on voit aussi que la traduction est un travail de l'ombre, mais c'est aussi un travail qu'on peut toujours recommencer, qu'on peut toujours critiquer, qu'on peut toujours améliorer. Merci beaucoup. La question du regret du traducteur est intéressante, justement. Et il peut toujours y avoir d'autres éditions, évidemment. D'ailleurs, Christina, vous avez lu quelques passages vous parlez la langue française. Donc, du coup, c'est une disposition un peu particulière. Peut-être que ça donne une pression supplémentaire au traducteur qui, du coup, peut être lu par l'autrice. Qu'est-ce que vous avez pensé de la traduction quand vous l'avez lu ? Oui, en effet, j'ai lu le début et puis j'ai lu d'autres passages aussi. Et ça m'a vraiment impressionnée. Et ce qui se passe, je pense, avec une bonne traduction, c'est que ce n'est plus mon livre et ce n'est pas ma voix ou la voix de mes personnages, mais Claire avait créé son propre monde créatif. Et c'est vraiment beaucoup plus qu'une version ou une copie, mais c'est son œuvre à elle. Donc, de le lire était une expérience impressionnante. Oui, j'espère que quand même c'est assez proche de l'original. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais donc vous avez travaillé un petit peu ensemble sur la traduction. Quelle a été votre relation pendant le processus de traduction du roman ? Je crois qu'on a assez peu travaillé ensemble. Tu m'as envoyé un moment des questions et c'est tout, mais c'était plutôt des détails ou des questions. Est-ce que je peux prendre la liberté de changer ça ? Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de communication. Je ne sais pas si c'est un reproche ou... Non. Non. Oui, mais en fait, ce qui se passe en général, c'est qu'on essaye de pas trop déranger les auteurs quand on traduit, hein, parce qu'ils ont d'autres choses à faire que répondre aux questions. Mais il est très important tout de même de poser les questions. Voilà, quand il y en a toujours. Et donc c'est vraiment très 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 agréable et absolument essentiel d'avoir quelqu'un en face qui est tout à fait volontaire et répond de manière pertinente à ces questions. Moi, évidemment, là, il y avait quelque chose qui était difficile pour moi, c'est que je connais certes le finnois et la Finlande, mais la Roumanie, pour moi, était beaucoup plus lointaine. Donc j'ai posé pas mal de questions sur des domaines comme la géographie, comme le folklore, comme la gastronomie. Enfin bon, il y avait tout un tas de choses comme ça. Voilà, par exemple. Ensuite, il y a... Alors, plus classiquement, parmi les... Donc, quand on modifie le texte de départ en ajoutant une contextualisation pour les lecteurs francophones, ça fait partie du travail de traduction. Donc il est normal de demander à l'auteur ou à l'autrice son accord. On ne rajoute pas et on ne coupe pas comme ça des passages de manière arbitraire sans demander. Donc par exemple, quand on évoque la manière dont la famille roumaine vivant en Finlande pratique les fêtes de Noël, un petit exemple, on dit dans le roman que bien sûr les gens s'adaptent aux coutumes, mais dans cette famille, on pratique, comme tu l'as dit, les deux cultures. Donc pour Noël, il arrive qu'on mange des saucisses mititei pour accompagner les pommes de terre. Donc là, il a fallu quand même
ajouter, pour les lecteurs français, à mon avis, ça s'imposait, de dire que les saucisses remplaçaient quelque chose qui est le fameux jambon de Noël finlandais. Voilà, ça c'est un petit exemple. Voilà. Ensuite, il y avait d'autres choses. J'ai posé des questions sur un mystérieux pavillonki, une espèce d'ajout architectural à la maison de la grand-mère. Et j'arrivais pas du tout, enfin, pourtant c'était très bien décrit, mais je visualisais mal la chose, puisque c'était une sorte d'adjonction en hauteur. Enfin, je comprenais pas très bien ce que c'était. Et finalement, quand on a discuté, tu m'as dit que le terme roumain était terrassa. Donc là, j'ai bien mieux compris. Et je l'ai traduit par terrasse, finalement. Voilà, et avec la description si bien faite, on comprenait tout à fait. Ensuite, il y avait évidemment des choses comme les noms de rues. Et donc là, ce qui était intéressant pour moi, c'est que j'ai passé quand même beaucoup de temps à essayer de trouver un plan de Bucarest plus ancien, voire voilà, très ancien. Ce que je n'ai pas trouvé, vraiment en bibliothèque non plus, mais bon, peut-être que j'ai pas fait toutes les recherches nécessaires, mais en fait, il s'est avéré qu'une partie des noms utilisés dans le roman étaient des noms utilisés à l'intérieur de la famille. Donc, ce qui était la place des vétérans officiellement devenait la place militaire, par exemple. Et voilà. Donc, il faut aussi se méfier des auteurs qui qui sont pas toujours, voilà, qui utilisent en fait leur propre langue, leur propre histoire. Donc, toutes les réponses ne sont pas dans les livres ni dans la matérialité. Voilà, ensuite, par exemple, un personnage du folklore roumain qui était dans la version en finnois, qui était appelé Vanha Harppu. Alors déjà, il a fallu faire toute une recherche sur qu'est-ce que ça pouvait être cette histoire de Harppu, parce que moi, évidemment, j'ai quand même quelques limites dans ma connaissance du finnois et de la Finlande. Et j'ai fini par me dire qu'il pouvait peut-être s'agir de Baba Kloansa, qui est donc une vieille femme un peu terrifiante pour les enfants. Et donc j'ai vérifié auprès de toi et tu m'as confirmé la chose. Voilà. Voilà. Ensuite, toute la question de l'histoire de la Roumanie, etc. Donc ça, c'est beaucoup de recherches, des choses qu'on a vérifiées ensemble. C'est vrai, moi je me rappelle pas du tout, je pensais qu'il y avait juste quelques questions, mais maintenant quand tu commences à les... oui. Voilà. Un grand merci à nos intervenants, Christina, Claire et Luca.